On a donc une table ronde qui va être animée par Élodie Evezard, qui est historienne de l'art et qui est donc membre du collectif des Têtes Renversantes, qui bosse avec nous depuis maintenant 3 ans sur quasiment tous nos projets et qui nous aide à expliciter les propos, à écrire des textes, à faire des visites guidées. Donc ça apporte aussi du sens à tout ce travail. Et donc Élodie reçoit ce soir, vas-y n'hésite pas, bienvenue. Et donc Élodie reçoit ce soir Alf, donc, qui a produit la dernière fresque du mur, la 8e fresque, et Adrien Ledoux, qui est donc un artiste urbain également, graphiste, et qui est notamment le concepteur de la charte graphique du mur. Voilà, et ils vont tous donc échanger sur l'abstraction dans l'art urbain. Voilà, bonne table ronde à tous, merci d'être là. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux, en effet. C'est un peu impressionnant quand on est de l'autre côté. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord le Mur Nantes, puisque c'est le projet mené par Plus de Couleurs, comme le disait Sarah, depuis maintenant 3 ans. C'est la 3e édition. Et on va partir justement de la dernière réalisation, celle faite par Alf, presque terminée. C'est ça. Presque terminée. Vous verrez les finitions demain. Et ça va nous permettre d'échanger autour de l'abstraction, et notamment la place de l'abstraction dans l'art urbain. Puisque moi, en tant qu'historienne de l'art, finalement, ça fait plus de 100 ans que l'abstraction existe, donc ça n'a rien de nouveau pour mon domaine et mon métier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'abstraction a fait sa place dans l'art urbain, ce qui n'était pas forcément le cas au début, dans les années 60-70, mais progressivement, ce thème est devenu récurrent et on trouve de plus en plus de propositions. Et pour ça, donc, on va échanger avec 2 artistes. Moi, mon rôle, il va être plutôt d'être modératrice et d'amener des éléments d'histoire de l'art, mais je vais surtout leur laisser la parole pour qu'ils expliquent comment eux sont arrivés à l'abstraction progressivement, et puis qu'est-ce qu'on entend par abstraction. Alors vous allez voir, on a déjà eu cette conversation nous en amont, des fois on n'est pas forcément d'accord, c'est là c'est intéressant, entre une définition qui est purement peut-être théorique et bien cadrée pour moi en histoire de l'art, et puis qui évolue du côté de l'art urbain. Je vais commencer juste pour vous replacer un petit peu les choses. Je disais, ça fait plus de 100 ans, c'est début du XXe siècle, l'abstraction. Et en gros, on en a 3. L'abstraction géométrique, avec que des formes géométriques. L'abstraction lyrique, ça va être plutôt la couleur, l'exaltation de la couleur. Et une abstraction gestuelle, donc c'est le geste qui compte et l'engagement du corps. Et c'est surtout sur cette dernière qu'on va échanger aujourd'hui. Et pour ça, on va commencer par le projet, comme je vous l'ai dit, du Mur Nantes. Et je vais laisser la parole à Alf, en sachant que je l'emmène sur ses tout débuts, puisque je voulais qu'on commence par sa première maquette, puisque c'est l'esquisse préparatoire que vous voyez ici à l'écran qui a été envoyée à Plus de Couleurs, donc avec la gamme chromatique choisie, le projet qui devait être réalisé sur le mur. Et si vous êtes sorti, vous pouvez remarquer que ce n'est pas exactement ça. Donc je voudrais déjà qu'on commence par ta première esquisse, que tu nous en parles un petit peu et voir ce qui a changé et pourquoi ça a changé. Et quand même, je rappelle que tous les deux, finalement, vous avez expérimenté ce mur qui fait 22 mètres de long sur 6 mètres de haut, juste pour avoir les dimensions. C'est important aussi quand on parle d'abstraction. Je te laisse la parole sur cette présentation. Bonsoir à tous. Donc, en effet, j'avais envoyé cette première maquette, notamment pour la liste du matériel à prévoir et tout ça. Et en fait, j'étais parti sur quelque chose donc, que j'ai pas réalisé et qui était beaucoup plus inspiré de motifs végétaux et moins, on va dire, géométrique. Disons qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez diffus, qui est aussi quelque chose que j'explore souvent dans mon travail, avec voilà, c'est surtout un travail autour de la vapeur et voilà. Et après, il y avait beaucoup de points, de choses comme ça, et finalement, j'ai changé d'avis. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'allait pas? Pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que finalement, j'avais envie de me refaire plaisir et de repartir sur ce sur quoi je travaille en général, c'est-à-dire des échantillons de formes que je compose. Voilà. Alors voilà la deuxième proposition, et c'est celle que vous avez sur le mur. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première esquisse, finalement, pour moi, si on part du motif du végétal, on n'est pas dans l'art abstrait, puisque l'art abstrait, c'est les formes, les couleurs, et ça ne se réfère pas à la réalité. À partir du moment où votre idée de base, c'est la réalité, on va parler de peinture non figurative,
quand ça tend vers une forme qui est non reconnaissable. Alors que là, sur sa deuxième proposition, on est vraiment dans l'abstraction pure, avec des formes, avec des lignes, avec des choses qui se répondent, des champs colorés qui se répondent. Et donc là, on arrive un peu plus dans un projet abstrait, en sachant qu'entre les deux esquisses, les peintures étaient commandées, les couleurs étaient commandées, donc de toute façon, il fallait garder la même gamme chromatique. C'est ça. Après, j'avais mon cahier des charges que j'ai respecté, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette deuxième proposition, du coup, et la réalisation ? Du coup, cette deuxième proposition, elle part de formes que je vais commencer à créer, hein, et ensuite je vais en créer d'autres et je vais essayer de jouer avec des superpositions, des incrustations, c'est un peu ça l'idée. Là, on la comprend bien. Par exemple, à droite, c'est une sérigraphie. Où en fait j'ai d'abord travaillé la matière jaune au pinceau, ensuite je l'ai scanné, j'ai rajouté un petit dégradé jaune-blanc et puis par-dessus je vais rajouter des aplats de noir et puis celle-ci elle était entre abstraction et un peu figurative dans le sens où j'avais rajouté une sorte un peu d'horizon et des lunes, quoi. Voilà. Juste pour qu'on ait une idée de taille, là tu travailles sur un support qui est quoi, un A4 La sérigraphie, c'était travailler sur l'ordi, donc composer sur l'ordi, sur Photoshop, et c'était une sérigraphie plus A2, on va dire, alors que sur la partie gauche, c'est des aquarelles qui sont en A3. Et là, je travaille pareil avec des couches, et donc je vais d'abord faire le fond en haut à gauche avec je vais mouiller ma feuille, je vais faire des petites taches qui vont se diluer, je vais attendre que ça sèche, je vais faire des sections et je vais passer les différentes formes. Voilà, c'est un peu l'idée. Oups, je suis allée trop loin. Voilà. Restons sur celle-ci. Donc ça, c'est ta maquette. C'est la réalisation qu'on peut voir. Je posais la question du format puisque on part sur des esquisses qui sont donc soit format A4, soit format A3. Et puis ensuite, on doit passer sur un mur où je vous disais aux dimensions assez impressionnantes. Ce qu'on retrouve dans ton travail, c'est ce que moi j'appelle plutôt une abstraction gestuelle où le geste est important, spontané. On voit des traits qui partent à la verticale et puis un petit peu dans tous les sens à certains endroits. Comment est-ce qu'on passe finalement de ces esquisses-là à un mur aussi grand ? Comment tu travailles ? Donc j'ai travaillé, je prends le format, j'utilise donc Photoshop encore, avec une tablette graphique. Et le processus, il est assez hasardeux, c'est-à-dire que je vais commencer. Je vais mettre une première forme dans le fond et ensuite je vais rajouter. J'avais donc déjà ma gamme de couleurs, donc ça c'est pareil, on va dire j'ai mes personnages, il faut que j'arrive à les placer et ensuite j'ai ce jeu de découpage que je vais avoir. Donc ces formes, je vais les créer, ensuite je vais les découper pour prendre que ce qui m'intéresse dans ces formes et ensuite je vais superposer d'autres formes qui sont elles aussi découpées. Et voilà, donc c'est vrai qu'à la fin, on a l'impression, je comprends qu'il y ait un truc un petit peu où on se dit waouh, mais finalement, mon processus, il est assez simple, c'est-à-dire c'est de la superposition de formes. Mais vu qu'il y a les mêmes couleurs, des fois, du coup, ces formes se mélangent et donc ça devient un petit peu, on peut dire un peu bordélique, quoi. Mais voilà. Mais construit. Bordélique. Voilà. Là, ma question, elle va à tous les deux. Finalement, est-ce qu'on arrive à garder la même spontanéité qu'on a sur un petit format à l'aquarelle ou à l'ordinateur ? Est-ce qu'on arrive à garder cette même spontanéité quand on passe sur un mur qui est beaucoup plus grand, quand on se passe sur un espace qui n'est pas à dimension d'homme ? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on peut faire un trait quand on a l'envergure des bras. On peut aller jusqu'à 1,80 m, 2 m, ou je ne sais pas, suivant la taille. Mais quand on s'attaque à quelque chose de 6 mètres, est-ce qu'on peut garder le même geste, la même spontanéité ? Ou est-ce qu'on est obligé de s'adapter un petit peu au format et au mur ? Je ne sais pas lequel des deux veut me répondre. C'est comme on en discutait la dernière fois, c'est-à-dire qu'il faut adapter les outils. C'est que ce qu'on va faire avec une bombe aérosol qui va faire des traits à peu près de 10 cm, si d'un seul coup le trait doit faire 50 cm, il faut adapter l'outil. Donc on passe sur des pistolets à peinture, comme l'a fait Alf, ou par exemple pour tracer une courbe, on change le compas et on prend juste une corde qui va d'un seul coup nous donner un cercle de 5 mètres de diamètre. Donc on part pas Donc la gestuelle est plus la même. Et la dynamique ?
la dynamique sera juste une retranscription de ce qu'on avait fait avec le bras ou le poignet. Ouais. Ou l'avant-bras. Ouais, bah là c'est vrai que sur ce projet du coup on a eu la chance d'avoir d'utiliser l'airless, donc le pistolet à peinture, et ce qui m'a permis de finalement avoir de garder une gestuelle, alors que des fois sur certains projets je devais finalement tracer la forme qui à la base était un geste que j'avais fait avec ma tablette qui était en une fois, je devais la tracer et la colorier. Donc là, c'était vraiment agréable pour moi de retrouver cette gestuelle en grand. Avec l'airless, c'était une grande bombe. Voilà. C'est ce que vous voyez en fait là à l'écran. Ça t'a permis d'aller beaucoup plus vite pour faire tes zones. Ouais. Et d'avoir une projection aussi qui était intéressante au niveau de la matière à travailler. C'est ça, parce que c'est cet aspect vapeur et qui me plaît, quoi. On va rester sur les outils justement, parce que comme vous le dites tous les deux, on adapte un petit peu les outils. Je vais passer en revue ceux que tu as utilisés. Donc celui-ci, tu en as déjà parlé. On voit qu'après, il y a des outils finalement assez classiques. Là, tu as la perche avec le rouleau donc pour tracer certains traits. On voit que tu as utilisé aussi les bandes pour délimiter. Et puis des outils qui sont créés pour l'occasion, comme celui-ci. Un assemblage de pinceaux, enfin de gros pinceaux, pour pouvoir faire certaines zones, comme on le voit là. C'est important pour, et vraiment ma question est pour l'un et l'autre, d'avoir des outils différents, de pouvoir sur un mur comme ça expérimenter aussi des choses qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de manipuler. Ben, moi, dans cette idée d'échantillons, de formes différents, j'aime bien avoir différents outils pour que justement chaque forme ait entre guillemets une identité et des couleurs différentes et que ça enrichisse la composition. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Je rejoins Arnaud là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans une abstraction gestuelle. Des artistes qui vont être obligés, alors pour différentes contraintes, hein, des fois c'est des contraintes physiques, des fois c'est pour arriver à avoir un certain rendu et un aspect, commencer à créer des outils. Je vais remonter, non, je vais aller dans l'autre sens, vous en montrer d'autres. Alors, il y a une référence qui était assez commune quand on a commencé à préparer cette table ronde autour de l'abstraction. C'est un artiste qui s'appelle Hans Hartung qui a beaucoup travaillé autour d'une abstraction d'abord lyrique et ensuite gestuelle. Et c'est quelqu'un qui a dû adapter ses outils tout simplement puisqu'il est blessé pendant la guerre, il est amputé d'une jambe et puis à un moment il est en fauteuil roulant et tout ça va l'obliger à redéfinir un peu sa peinture, déjà à changer de format puisqu'au départ il fait des formats plus petits, puis tout simplement ensuite à imaginer d'autres outils. Donc là vous en avez un exemple avec cette sorte de râteau qui lui permet de tracer plusieurs traits. Et puis ça va être l'un des premiers artistes à utiliser le pulvérisateur, le pistolet, plein d'autres outils qui n'étaient pas forcément utilisés en peinture de manière classique, mais justement pour travailler des formes et avoir un geste beaucoup plus libre. Là, vous avez une photo de son atelier qui est devenu une fondation qu'on peut visiter. Et ils ont réinstallé, donc on voit le fauteuil, on voit les pulvérisateurs, et puis surtout on voit l'espace de l'atelier avec la toile et le mur qui finissent par se confondre. Ce que je trouvais intéressant dans cette photo, c'est que finalement Hans Hartung qui passe de la toile ou qu'on regarde derrière le mur, on a à peu près le même rendu. C'est que d'un côté, le support de la toile est plus facile à exposer dans les musées que finalement le mur. Et c'est vrai que toi, tu te retrouvais beaucoup dans les références avec Hartung, en tout cas dans la façon de concevoir un petit peu la peinture et ce geste. Ben, ouais, il y a cette spontanéité. Le temps de création, je pense qu'il est aussi assez court. Et voilà, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup, qui me parle vraiment dans son travail. Ouais. Oui, il a un temps de création, en fait, il va extrêmement rapidement. Ça donne beaucoup d'œuvres qui ne sont pas forcément toutes exploitées, puisqu'il y a des choses qu'il ne va pas forcément aimer. Mais on a une création chez Hartung qui est assez importante. Alors, je vais remonter un peu mon diapo. C'est l'avantage, on part... pour voir comment en fait tu en es arrivé à cette forme d'abstraction, puisque je suppose qu'au début c'était pas forcément ça que tu faisais dans les premières réalisations, et comment on arrive progressivement à cette forme abstraite. Ben, en pratiquant. Voilà, on va y arriver. Et donc ben, moi j'ai un parcours de graffiti assez classique, donc
dans l'espace public, je passe pas mal de temps à écrire mon nom de façon assez simple. Et donc, pour quand même un petit peu m'amuser, j'ai commencé à mettre, à avoir, déjà pour sortir un peu du lot, j'ai essayé de trouver des techniques et des rendus qui m'étaient propres et aussi que j'ai récupéré d'autres artistes qui me plaisaient. Et voilà. Et donc, et le tout aussi adapté à des contraintes de support, de temps. Et voilà, vu que pour le faire, c'est des fois assez compliqué. Voilà. Et donc, j'en suis arrivé à ces graffitis qui, pour celui de gauche, par exemple, la lettre, elle devient un petit peu cachée. Et voilà, donc en fait, mon nom, mes 4 lettres me servent de base. Et ensuite, je vais m'amuser à faire le remplissage. Et donc, c'est ce remplissage finalement que j'essaie de retranscrire sur, par exemple, là, le mur Nantes. Finalement, c'est ces matières-là, ce temps de, il y a du F, on passe au E, il y a peut-être des reliefs entre les deux, il y a des contours. C'est ça qui finalement a fait que de mon nom, je suis allé au-delà et j'ai essayé de trouver d'autres compositions. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire, si on remonte au début de l'abstraction, au début de l'art urbain, se dire que le côté vandale, aller vite, ne pas être surpris, avoir une maîtrise de l'outil, n'amène pas à un moment, de toute façon, une forme abstraite. C'est-à-dire que puisqu'on doit être rapide, on va aller au plus simple et on va amener de l'abstraction. Je vois quelqu'un au premier rang qui me fait non. Je demanderai après pourquoi le non. Alors, et vous? Oui, non? Ou est-ce que, de toute façon, on prend le temps, Moi, on je fait sa pense que lettre? c'est plus une question d'affinité, c'est-à-dire que le fait d'être spontané dans l'acte vandaliste et d'avoir une gestuelle un peu répétitive, après c'est plus une question de choix, de détail, comme l'a dit Alf, de qu'est-ce qui l'intéresse lui plastiquement dans ce qu'il produit quand il fait des graffitis et qu'est-ce qu'il va en tirer pour ensuite en créer des compositions abstraites sur mur. Oui, c'est sûr que moi j'avais une sensibilité à me dire. Après, il y avait cette idée, on en avait parlé, que le wild style, qui est donc les lettres, la façon la plus compliquée des lettres, finalement, étant un peu vers l'abstraction. Déjà parce que pour les gens qui ne connaissent pas le graffiti, c'est du charabia, donc ça reste quand même abstrait. Ouais. Donc on est sur une tache de couleur. Et donc, si on pousse ça peut être que des taches de couleur. Enfin, moi, je suis parti un peu de ce constat-là, mais c'est aussi parce que vraiment, j'avais cette sensibilité et que voilà, et donc c'est ça un peu. Donc c'est plus la maîtrise d'un geste, maîtriser tellement un geste qu'il finit par devenir presque abstrait à un moment quand il est enlevé d'un lettrage, il devient plus qu'une forme et des couleurs. Ouais, je pense que c'est à partir du moment où on en extrait un fragment en fait que l'abstraction arrive. Question de contexte en fait. C'est ça, moi on me parlait beaucoup de zoom dans mes graffitis, on me disait mais telle forme là finalement ça fait, on me disait, j'avais souvent le truc, on me disait là ça fait vraiment œuvre. Ouais. Enfin, finalement le zoom fait plus œuvre, fait plus penser à un tableau et pourtant c'est du graphe, c'est la même, c'est la peinture, c'est la même peinture, voilà. C'est ce qu'on retrouve aussi en peinture, enfin ça a commencé comme ça, à force de simplifier un élément, ça devient Mondrian, à force de simplifier un arbre, ça finit par donner un élément à la verticale qui se répète. Donc voilà, il y a aussi cette configuration qu'on retrouve dans une peinture dite de chevalet, où on va avoir la même tendance à arriver à de la simplification et puis à avoir quelque chose qui devient de moins en moins lisible et de plus en plus abstraite. Alors il y avait une autre photo de ton travail qui était intéressante, qui repartait des débuts et qui fait aussi un rapprochement avec les débuts aussi du graphe. Oui, donc ça c'est bon. Quand je la revois, je me dis que ça doit être à peu près de. C'est pas si vieux que ça, hein, ça doit être de 2015, quelque chose comme ça.
Là, en fait, j'ai déjà fait une autre rame à côté. Et puis, j'attends un peu les copains. Et donc, je me dis, on va essayer d'occuper l'espace. Donc là, c'est le moment de la photo, c'est le lendemain. Mais donc, quand je suis la veille dans l'action, je me dis, autant ne pas perdre mon temps. On est là une trentaine de minutes. On va essayer autant faire quelque chose. Et donc, j'ai un artiste qu'on va voir après qui s'appelle Futura 2000. Quand je revois cette photo, je me dis que c'est assez inspiré de lui. Et ouais, voilà. Il y a ça, ou peut-être la photo d'après, qui est peut-être. Voilà, on est vraiment dans des gestes, des bulles. Voilà, donc il y a ce côté un petit peu, un peu old school, on va dire. Ça, c'est quoi? C'est en 82. Et en même temps, si agréable à faire et surtout rapide pour couvrir de l'espace. Et voilà. Donc c'est ça aussi, c'est ces moments-là où finalement, entre faire le graphe et faire l'abstraction, je prenais beaucoup plus de plaisir à être que dans la gestuelle plutôt que de me casser la tête, à être dans un graphe classique avec déjà une esquisse, la remplir, faire des contours, faire une 3D, faire des lights, tout ça. Au bout d'un moment, ça devenait... certes, beaucoup de gens disent c'est le graffiti, il y a un côté artisanat, c'est voilà, il y a des codes, il faut respecter ces codes. Donc des fois j'aime bien jouer à ce jeu-là, et là j'étais sur autre chose, j'étais sur occuper l'espace, voir comment on peut avoir des gestes que ça peut donner, voilà. Donc c'est ça. Je voulais montrer ça parce qu'il y a ce truc un peu aussi où c'est rapide, et il faut aller vite, et ça peut fonctionner aussi, quoi. Alors, justement, dans les artistes que tu m'avais cités un peu en référence, donc on a Futura, il y avait aussi celle-ci qui était un petit peu plus ancienne, dans les choses qui étaient pour toi un peu incontournables. Ouais, il me semble que dans le graphe, c'est celui-là, il s'appelle Break. Je ne sais pas s'il a donné le nom direct ou si c'était après, mais pour moi, il me semble que c'est un wagon dans l'histoire du graffiti new-yorkais, où c'est le premier artiste à faire un wagon sans lettres, complètement abstrait, et pour sortir du lot, pour amener autre chose, et c'est cette voie-là après qu'il a continué. Et moi, quand j'ai vu ça il y a de nombreuses années, je me disais quand même que c'était une bonne manière dans le graffiti de sortir du lot, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà. C'est vrai qu'il a été l'un des premiers artistes à aller vers cette forme plus abstraite, à proposer aussi des nouvelles choses, puis à être progressivement un pionnier et quelqu'un qui est largement cité. Et c'est vrai que dans sa proposition, là, on sent un début, enfin, en tout cas une abstraction qui se met en place progressivement, même si pour moi elle n'est pas encore totale, hein. Il y a des choses qui se réfèrent encore à la réalité. C'est là que nos définitions peut-être diffèrent entre histoire de l'art et art urbain. C'est-à-dire que moi je vais plutôt rattacher ce genre de peinture vers du non figuratif, là où je pense que vous êtes plutôt déjà plongé dans une forme plus abstraite. Il y avait d'autres références, et je voulais qu'on parle d'une plus contemporaine, moi justement de Futura, qui amène aussi une question. En préparant cette table ronde, à un moment, je suis tombée sur un article, alors ça va peut-être vous faire bondir, sourire, moi ça m'a fait beaucoup sourire, qui disait que finalement, si les artistes de l'art urbain s'étaient mis à l'abstraction, c'était peut-être tout simplement pour avoir des références en histoire de l'art et pouvoir être exposés dans les musées. Alors je trouve que c'est très simplifié l'histoire de l'art urbain, et voilà, je vous ai dit, ça m'a fait beaucoup rire parce que je ne voyais pas forcément le rapport, mais comme s'il y avait obligatoirement, il fallait légitimer la proposition qui était faite dans la rue en disant mais elle a regardé, vous pouvez la voir dans le musée sous telle forme. Et là, je trouvais que ça illustrait aussi un petit peu ce propos qui est souvent évoqué, hein. Est-ce que l'art urbain a sa place dans les musées, oui ou non? Ça sera une autre table ronde, un autre débat. Je ne veux vraiment pas rentrer, on n'aura pas assez le temps là. Mais Futura est un artiste qui est intervenu au Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo avait fermé en 2020-2021. Il réouvre et ils avaient demandé donc, à l'artiste de proposer quelque chose. Il est intervenu notamment sur ces vitres ici. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, sa pratique est vraiment allée dans une abstraction pure, où il joue avec des champs colorés, il joue avec une intensité. Mais on en a discuté tous les deux, on n'est plus finalement dans une production de peinture, puisque c'est, tu me disais, de la du collage. Ouais, il me semble que c'est une œuvre ancienne de Futura, qu'ils ont mis sur un support c'est imprimé pour laisser passer la lumière sur les trucs alvéolés, voilà. Donc c'est pas in situ en tout cas.
mais ça permet de montrer son travail. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas à la présentation au Palais de Tokyo, mais voilà, il y avait une forme plus abstraite. Et puis tu m'avais parlé d'autres artistes qui t'avaient aussi influencé dans cette démarche plus graphique, finalement, qu'on retrouve aussi dans le mur Nantes. Bah, bien sûr, il y a plein d'artistes qui m'influencent, donc c'est pas que lui, bien sûr, mais lui, c'était pour parler du côté que il y a des graphistes qui m'influencent, et donc c'est Braulio Amado qui est un graphiste qui vit à New York en tout cas, et qui fait quand même des choses assez abstraites, et voilà, je trouvais qu'il y avait un lâcher-prise intéressant. Et il y a quand même toujours ce jeu, vu que c'est un graphiste, il y a toujours quand même généralement des lettrages et manuscrits souvent. Donc ça me parlait. En tout cas, je faisais des correspondances entre moi, ce que je pouvais faire en abstraction, et généralement, c'est pas le cas pour le mur Nantes, mais je peux rajouter des fois des tags ou de l'écriture. Et voilà, son travail me parle. Voilà. Et il est hyper productif aussi. Il fait vraiment des choses qui partent dans plein de sens différents. Et voilà, l'outil numérique aide beaucoup à ça, quoi. La place de l'écriture, elle est importante pour l'un et l'autre. Alors, je ne l'ai pas forcément beaucoup vu dans ton travail, mais peut-être qu'à un moment, elle était... Elle l'a été, oui, forcément. Enfin, comme Alf, j'ai fait du graffiti, donc j'ai travaillé la lettre pendant 10 ans, comme un acharné tous les week-ends et toutes les semaines. Ensuite, j'ai fait des études de graphisme, donc j'ai fait de la typographie aussi, donc du dessin de caractère, cette fois-ci plus pour la lisibilité que pour le côté white style et perdre un peu la lisibilité du blaze et trouver de l'originalité. Donc j'en ai suffisamment fait, et je suis parti dans la forme la plus archaïque, on va dire, de l'alphabet, qui est l'alphabet géométrique, les cercles, les triangles, les carrés. Voilà. Mais il n'y a plus de lettres, non. Parce que la lettre amène forcément une signification, un sens. Donc porter un blaze, c'est quelque chose, je l'ai fait. Maintenant, j'avais plus envie d'être dans l'abstraction de la forme que dans la signification de quelque chose, d'un mot ou d'un slogan. Je parlais de la question de la lettre, puisque finalement, elle se retrouve aussi en peinture. C'est qu'à un moment, certains artistes ont décidé d'inventer un alphabet, tout simplement pour s'éloigner de l'alphabet classique et arriver à pouvoir jouer sur des formes, à avoir un alphabet qui pouvait être un alphabet de couleurs, un alphabet de formes, un mélange. Moi, je dis vocabulaire, ouais. Ouais, voilà. On se construit un vocabulaire, mais c'est ce que a expliqué Alf. En fait, il a un vocabulaire de forme qu'il utilise dans différentes compositions et qu'il met en scène, en fait. Donc là, c'est la même chose. Et on va retrouver des formes assez récurrentes. Et justement, on va parler un petit peu de ton travail et des propositions. On va on va regarder un peu ton travail, et notamment travail à l'extérieur sur un mur. On est resté pour cette présentation plutôt sur des choses extérieures. On n'est pas allé sur du papier, on n'est pas allé sur des toiles. Est-ce que pour toi, tu l'as déjà un petit peu dit, hein, c'est la même démarche, c'est-à-dire que tu commences par de l'écriture, puis finalement il y a un vocabulaire plastique qui se met en place, de formes géométriques. Est-ce que tu peux nous parler de certains de ces projets, et notamment on va commencer par celui-ci, qui est encore autre chose, puisque c'est pas seulement de la peinture, c'est une installation, il y a d'autres éléments. Ouais, j'ai travaillé avec Valentin Guillon, qui est un ami plus sculpteur à la base et qui maintenant est peintre. Les prémices, en fait, c'est qu'on avait l'habitude de visiter des sites abandonnés, des friches industrielles, et au bout d'un moment, en fait, on trouvait ça dommage j'allais dire dénaturer les lieux, non, mais en tout cas de venir y apposer juste notre nom et venir mettre une sorte de pins comme ça qu'on mettrait sur un mur dans la rue ou sur un mur dans une industrie qui a une histoire. Et ce qui nous intéressait dans cette démarche-là, c'était d'arriver avec de la peinture et de mettre en scène, en fait, les objets présents sur place et de venir simplement ponctuer l'espace d'intervention par de la couleur et des formes très simples, géométriques, tout en se préoccupant de la matière et de la texture, en fait, du lieu, des murs, des poutres, etc. Est-ce que c'est un vocabulaire qui est toujours le même? C'est-à-dire que peu importe finalement le lieu où tu interviens, tu es sûr d'avoir des formes géométriques qui vont se retrouver? Ou est-ce que vraiment, en arrivant sur un lieu, tu te dis, bon là, clairement, je vais être obligé de changer un petit peu ce que j'avais pensé, je vais adapter, je vais aller dans une autre forme d'abstraction qui n'est pas forcément celle que je travaille initialement? Là, je pense que la différence là avec le graffiti, c'est qu'en général, quand on peignait le week-end des graffitis, on faisait toujours des sketchs qu'on reproduisait sur mur. Là, j'ai toujours travaillé in situ, c'est-à-dire que la forme venait en fonction des constituantes du mur, que ce soit l'architecture, que ce soit les matières, comme je l'ai dit. Donc en fait, il n'y avait pas de préparation, c'était vraiment un travail. Et en général, pareil,
c'est une peinture qu'on compose sur une après-midi. Un peu comme le graffiti en soi, mais donc il n'y a pas de préparation en amont et c'est du one-shot C'est vraiment le lieu qui t'inspire. définit en fait la forme. Ouais. Alors, on voit d'autres photos et d'autres ponctuations. On est plutôt, alors je vais revenir, plutôt dans ce que moi j'appelle là une abstraction plutôt géométrique. Ouais, je suis d'accord. Ça va, là, tu es d'accord avec des formes géométriques qui se retrouvent, qui se répètent. Et c'est un peu ce qu'on trouve aussi sur d'autres projets, donc comme celui-ci des Sables d'Olonne, où en plus on a d'autres dimensions. Et notamment, là, tu faisais directement référence à un artiste qui a été l'un des pionniers dans l'abstraction. Ouais. Je te laisse nous en parler un peu, en tout cas pourquoi cette référence et qu'est-ce que ça t'apporte de parler de cet artiste en particulier. Bah, si tu peux passer la page Ouais. suivante. Voilà. Du coup, El Lissitzky, c'est un artiste russe du début du XXe siècle, constructiviste. Et donc l'idée du constructivisme, c'était de venir simplifier la forme au maximum. Et moi, la référence que j'avais vis-à-vis de cette œuvre-là, c'est qu'en fait, son discours portait plus sur le fait que l'œuvre n'était plus simplement une peinture que l'on venait accrocher au mur, mais que l'œuvre pouvait être l'espace total dans lequel on venait en immersion, en fait, découvrir le travail de l'artiste. Et donc, c'est ce qui m'intéressait, moi, dans les interventions dans les friches, comme le projet de la page suivante. C'est-à-dire que le mur était déjà dégradé par des graffitis et par des passages du temps. Mais en même temps, il avait une plasticité qui m'intéressait. Et donc, en fait, les formes sont venues masquer les graffitis, garder le maximum possible de murs bruts. Et donc, la composition s'est réalisée au fur et à mesure, directement in situ, encore une fois. Oui, il y a chez El Lissitzky la façon aussi de concevoir une œuvre qui n'est plus seulement en 2 dimensions. Voilà, il y a l'idée qu'on peut avoir de la tridimension qui s'installe et que justement l'œuvre peut venir dans notre espace. C'est-à-dire qu'on était plutôt habitué à regarder un tableau accroché au mur et puis là d'un seul coup l'art envahit notre espace et on est obligé en tant que spectateur de se repositionner. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi un peu dans l'art urbain, dans cette idée que finalement une pièce peut d'un seul coup surgir dans notre espace du quotidien. Elle n'était pas là la veille, elle apparaît le lendemain. Et puis on a une interaction avec elle qui est beaucoup plus intéressante, parfois en tout cas, que celle qu'on peut avoir en étant juste figé devant un tableau. Un déplacement du corps et puis un changement de lumière aussi, contrairement aux galeries ou aux musées. Enfin, voilà, la lumière naturelle vient impacter l'œuvre. Et donc là, c'est ce qui se passe sur la photo de droite, par exemple, c'est que la diagonale du triangle de gauche a été construite en fonction de l'ombre opposée sur le mur. Et puis il y a cet aspect et là c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à Nantes, du mur en lui-même. C'est-à-dire qu'il a une aspérité, il a une texture, il a une matière qui déjà est quasiment abstraite. Enfin, on pourrait zoomer sur ce mur et ça ferait déjà une proposition abstraite. C'est la même chose qu'on a sur le mur de Trempeau, il n'est pas du tout lisse, il y a plein d'aspérités. À certains endroits, on a l'impression que, enfin, c'est vrai, le mur ressort et c'est ce qui donne certainement cet aspect un peu lunaire à certains endroits. Et on n'a pas ça quand on est sur une toile ou quand on est sur du papier. Là, il y a vraiment autre chose qui s'opère quand on est face au mur. Et sur ce projet notamment, c'est presque 2 abstractions qui se côtoient, entre celle qui est le mur pur et celle que toi, tu es venu rajouter dessus. Moi, j'appelle organique, en fait. Enfin, j'appelle l'abstraction organique tout ce qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas calculé et qui, soit par l'effet du temps, soit par la gestuelle, on va dire. Tout ça, moi, j'appelle ça du vocabulaire organique, ouais. Que j'essaye de retrouver en plus, paradoxalement, sur toile, en atelier. Donc en utilisant du gesso, qui est une sorte d'acrylique un peu plus épaisse, je cherche à retrouver une texture de mur pour justement avoir un contraste entre quelque chose de rugueux et quelque chose de très lisse ou très vectoriel. Le gesso, c'est ce qu'on met. On prépare les toiles avec ça avant de peindre. En fait, on met du gesso normalement pour pouvoir accrocher la peinture et accrocher la lumière. Pas forcément. Enfin, c'est vraiment le support, alors que toi, ça devient un élément de création. Ouais. Alors, je continue un petit peu sur ces projets. Donc on est toujours sur une abstraction géométrique. Ça, c'est la première image que moi j'avais choisie pour illustrer aussi ce début. Là où l'architecture se mélange aussi avec ta proposition. Donc c'est une carte blanche et tu peux investir le lieu. Alors tu n'es pas tout seul. Et oui. Ah, tu es tout seul. Ah bah c'est moi qui ai mal lu alors. Du coup, comment tu travailles ces éléments plus en volume, là ici dans un élément plus
architecturale avec cette... Là, ce qui était intéressant, donc, c'est dans le parc de la Villette à Paris. Donc, comme tu l'as dit, c'était une carte blanche. Et l'idée, c'était de venir faire de ces espaces architectural mon atelier pendant un mois. Donc, en fait, pendant un mois, j'ai été sur le site quasiment tous les jours. J'ai dû louper peut-être une semaine en tout. Et l'idée, c'était de composer pareil sur place. Donc, je n'avais pas forcément préparé en amont de croquis, mais en fonction des lumières, en fonction de l'inspiration du moment aussi, parce qu'il n'y a pas non plus... tout n'est pas déterminé par le contexte. Mais l'architecture en soi, déjà, a une grille. Donc, il y a déjà une forte géométrie présente. Et donc, moi, c'était comment casser un peu cette grille et jouer avec, un peu comme on pourrait composer en musique sur un thème. C'est ce qui vous relie un peu la musique tous les deux, vous m'en avez parlé avec... alors, la musique par essence c'est abstrait, enfin, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé le lien entre la musique et l'art, cette idée de composer, d'amener un rythme, de pouvoir aussi retranscrire une note musicale par une couleur, par une forme. C'est des choses que vous questionnez l'un et l'autre encore actuellement dans vos propositions, ce lien avec la musique. Alors toi je sais que ça va être même très frais, mais... Oui, tu veux parler de la résidence ? Ouais. Oui. Disons que j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'amener les choses déjà pour en discuter. Comme on en discutait l'autre fois, c'est cette histoire de musique électronique où finalement les compositeurs ils vont utiliser des échantillons de sons ou d'instruments. Ils vont les couper, les ajuster pour les utiliser et les composer. Voilà. Et donc j'ai une résidence bientôt, dans une dizaine de jours à Lille, où je vais travailler autour de boucles musicales que je vais illustrer avec une fille qui fait du VJing. Voilà. Donc ça va lier l'image et donc la musique. Et autour des boucles aussi. Je trouve ça aussi assez intéressant, cette idée de redondance, et que finalement, avec des petits échantillons, on arrive quand même à faire passer des émotions, des choses, quoi. Voilà. Est-ce que là, sur le mur Nantes, il y a un lien avec la musique ? Dans ta manière, en tout cas, d'avoir composé Dans cet esprit de forme dans lequel je vais cropper ce qui m'intéresse pour le composer. Donc, ouais, moi, je vois quand même des liens. Et puis, il y a là, il n'est pas complètement en longueur, mais quand même, ça, pour moi, je le lis quand même de gauche à droite, un peu comme une timeline sur un logiciel de musique où il va y avoir le petit violon, le petit bout de breakbeat, et ça va se composer comme ça. Donc moi j'y vois ça, ouais. Alors vous allez chercher le violon sur le mur Nantes, là où il est. Moi j'ai ma petite idée. Et toi, ton lien avec la musique, ou en tout cas là t'en parlais pour celle-ci ? Pas spécialement, j'écoute beaucoup de musique, mais je pense pas que mes compositions soient en référence synesthésique avec forcément des morceaux en particulier. Mais ça m'a fait penser par contre au côté, quand on fait du graffiti, on fait des jams, et je trouve qu'il y a ce parallèle entre, dans un jam, il va y avoir un thème couleur, admettons, et chacun va venir apporter sa touche personnelle, et un jam de jazz, c'est un peu la même chose, on a un thème général sur lequel chacun va venir un peu freestyler à sa guise, quoi. Ouais. Donc il y a des parallèles forcément avec la musique, quoi. Donc là, on est toujours dans une forme très géométrique. Tu parlais de l'utilisation de la grille, et en tout cas de la grille déconstruite. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'abstraction géométrique pure. Alors en histoire de l'art, on aime bien mettre les choses dans des cases. Et quand on parle d'abstraction géométrique, certains critiques, à un moment, ont parlé d'une abstraction froide, avec l'idée que ça ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement, les choses sont assez figées, c'est bien l'idée de la trame. Et puis après, de l'autre côté, on avait une abstraction plus chaude, où on avait plus de couleurs, plus de gestuels. Et dans les années 60, tout ça a été un peu mis à mal, en disant que finalement, on pouvait peut-être mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'avoir quelque chose de froid d'un côté et de l'autre plus chaud. Et c'est un peu ce qu'on trouve dans ton travail. C'est-à-dire que la forme géométrique, elle n'est pas rigide, elle n'est pas enfermée. Il y a plutôt une idée de mouvement qui commence à s'installer. Il y a des références pour moi qui se rapprochent, et je crois que tu en parleras après, justement de ces artistes des années 60 qui vont commencer à imaginer que l'art peut bouger, que la 2D peut aussi être en mouvement. Et ça faisait beaucoup penser, alors je crois qu'il arrive ici, justement à Vasarely, qui a travaillé aussi cette idée d'un tableau en mouvement, l'approche cinétique
dans son art. Et c'est vrai que c'est assez parlant quand on regarde notamment le travail que tu as pu faire ici. Vasarely, c'est quelqu'un que tu connais son travail, tu as beaucoup Oui. étudié. Je crois que je l'ai découvert quand j'ai fait du graphisme et j'ai surtout redécouvert l'exposition à Pompidou alors en 2020, 2019, quelque chose comme ça. Et j'ai été impressionné par, comme tu dis, l'art cinétique, même optique, je dirais, où le déplacement va forcément amener une nouvelle perception de l'œuvre. Et c'est quelque chose que je travaille moi personnellement en parallèle sans forcément connaître le travail de Vasarely. Alors en fait, il y a au moins quelque chose que tout le monde connaît si vous voyez le logo Renault de voiture. Voilà, c'est Vasarely, puisqu'il a commencé dans la publicité. Et on lui a demandé de travailler pas mal de logos. Donc il a fait celui de Renault. Et puis après, il est allé vers une approche plus picturale, avec cette idée de mettre l'art en mouvement avec des formes qui ne sont pas des formes géométriques classiques. Et puis il va travailler un rapport de couleur, puisque pour lui, notre œil a aussi son importance, puisque c'est l'œil des fois qui va faire bouger en associant telle et telle couleur, ou en choisissant de mettre telle forme à côté d'une autre, il va se produire une réaction optique. Et donc on va avoir l'impression que l'œuvre est en mouvement. Et puis il y avait aussi, alors on revient à la grille, et la grille hyper classique avec Theo van Doesburg, qui est un artiste début du XXe, pareil, qui va avoir une pratique artistique autour de l'abstraction plutôt géométrique. Je pense que c'est pour ça que tu as choisi notamment ces deux références-là. Theo van Doesburg, il fait partie d'un groupe qu'on appelle De Stijl, qui avait vraiment théorisé en disant l'abstraction, c'est telle forme géométrique, c'est le rectangle, c'est le carré, c'est les couleurs primaires, et puis on met rien d'autre. Et puis à un moment, il s'est dit que finalement, c'était peut-être trop de contraintes, et il a décidé de réinstaurer de la couleur progressivement dans ses compositions, et puis aussi des formes qui devenaient de moins en moins géométriques pures, moins carrées, avec certains arrondis. C'est aussi une source de référence pour toi? C'est un vocabulaire qui me parle, ouais. À la fois mais ça doit être mon passé de graphiste aussi, dans la grille, en fait, de voir la composition, enfin en tout cas comment est composée l'œuvre sur une partition de grille, en fait. C'est plus ça qui m'intéresse. Mais même, je crois qu'il était prof au Bauhaus. Ouais. Donc toute cette école-là, en fait, est une source d'inspiration. Il y a un mot qu'on retrouve chez l'un et l'autre, c'est cette idée de composition. Alors quand on parle d'art abstrait, et là c'est mes visites dans les musées à d'autres groupes qui me servent de source d'expérience, on a toujours l'impression qu'on peut le faire. C'est-à-dire que si c'est pour faire un trait, je peux le faire. Si c'est pour mettre 3 carrés ensemble, je peux le faire. Et avoir l'impression que c'est assez facile, que finalement l'artiste arrive devant une toile, il fait ses 3 traits et puis il repart. Alors que quand on commence réellement à s'intéresser à l'art abstrait, on voit qu'il y a une composition. Et c'est le cas dans vos deux approches. Il y a quand même quelque chose de très construit. On en a parlé aussi tous les deux, où en fait les choses sont composées, sont posées, sont installées pour justement avoir un résultat qui te convienne. Et il y avait, quand tu es arrivé en tout cas devant le mur, la marge de spontanéité, elle est quand même limitée, elle arrive sur des petits aspects, mais tout le reste est bien pensé, bien composé. Ouais, comme on voyait tout à l'heure sur le métro, où là, ça sortait en peu de temps, et je trouvais que qu'au bout d'un moment, le motif se répète, ça prend de la place, mais ça manquait de rythme, moi je trouve. Ça manquait d'espace vide. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, il faut que je prépare il faut faire des maquettes. Donc finalement, il y a de la préparation. Finalement, c'est pas si spontané que ça. En tout cas, moi, pour ma part, parce qu'après, j'ai du mal à... en soi, ça doit être possible d'improviser ça, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait de la respiration. En tout cas, il fallait de la composition. Ouais. Moi, pour rebondir sur le côté composition, je dirais que c'est plus une question de comment l'œil se balade dans l'œuvre. Et je pense qu'on passe beaucoup grâce à l'outil informatique, et j'en ai pas parlé, mais c'est un peu comme Alf. On maquette quand même de temps en temps sur iPad ou sur ordinateur, et on a cette question d'échelle, de zoom, où on peut rentrer et se balader vraiment comme une sorte de carte, de cartographie. Donc en fait, pas forcément sur mon œuvre là, mais sur celle de Vasarely, où en fait elle est perçue dans son ensemble, mais elle est aussi perçue dans le détail. Et je trouve que ça rejoint aussi le travail de Alf, on peut s'attarder sur un détail et avoir en même temps une vue d'ensemble du mur si on va de l'autre côté de la rue, quoi. Alors, je continue dans l'idée de composition. Ouais.
je continue un petit peu à dérouler et je voulais notamment qu'on s'arrête sur celle-ci puisque pour moi, là, il y a une vraie différence avec ce que tu as pu proposer auparavant avec Fragment, puisque là, on quitte l'abstraction géométrique pour une abstraction qui est beaucoup plus gestuelle. Donc toi, tu vas naviguer réellement déjà entre ces deux univers. Et qu'est-ce qui fait que sur certains projets, tu choisis plutôt là d'avoir un questionnement autour du geste, autour de la matière, autour de, la matière, du rendu? Là, c'est vraiment une question, encore une fois, de contexte. C'est pour ça que je dis souvent que mes œuvres, en fait, naissent du contexte. Donc là, c'était une nouvelle carte blanche de la Villette pour une exposition collective dans la grande halle. Et l'idée, on m'a proposé, en fait, de peindre sur une bâche. Et tout de suite se pose la question, est-ce que je vais peindre à la verticale ou est-ce que je vais peindre à l'horizontale, cette bâche? Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, peindre à la verticale amenait le fait d'avoir un technicien avec moi pour m'accompagner sur la nacelle parce que j'ai pas le permis CACES. Donc, contrainte peut-être un peu grosse, sachant que c'était un peu une première pour moi. Et donc, j'ai essayé de prendre l'argent du technicien, enfin, dépensé pour le technicien, en impression. Et le fait d'imprimer m'a amené une nouvelle en fait, opportunité de création pour mon œuvre, où d'un seul coup, je pouvais faire intervenir mes œuvres de gravure, qui, elles, en effet, sont plus gestuelles. Donc le travail de gravure, c'est du monotype, c'est-à-dire qu'on pose de l'encre sur une plaque en aluminium qu'on vient tirer ensuite sur une presse à gravure. Et donc ce travail un peu de one-shot, encore une fois, de gestuelle et d'impression unique, j'arrivais pas forcément à le changer d'échelle, parce qu'un peu comme la sérigraphie, on est contraint par le format de la feuille. Et d'un seul coup, le fait de pouvoir l'imprimer à une échelle de 10 mètres par 7 allait donner forcément une autre perception de ce que j'allais faire avec le poignet, à d'un seul coup une échelle monumentale. Et là, en fait, pour ce projet-là, je joue à la fois l'impression, la trame, le côté graphiste présent en moi, et le côté peinture qui, lui, est encore une fois très géométrique. Et on a l'impression en fait que les parties peintes sont, si tu peux passer sur le slide suivant, les parties peintes sont imprimées et les parties imprimées sont plus gestuelles et faites à la main. Donc on a encore une fois un contraste entre deux vocabulaires sur lequel je travaille. Tu mélanges les deux voilà. dans des réalisations. C'est ça. Ce qui amène, donc là on a un résultat final et je vais montrer, voilà. Ici où c'est là où les choses après se confondent, c'est-à-dire qu'on va parler d'une abstraction de manière plus générique, puisque en fait on retrouve aussi bien quelque chose autour du geste, des formes géométriques, autour de la couleur, une proposition qui se décline et comme tu dis avec des nouveaux outils, des nouveaux matériaux qui te permettent aussi d'avoir une nouvelle proposition. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, des fois changer d'outil, ça permet aussi d'avoir des choses. Et puis là j'ai vraiment travaillé sur l'ordinateur en amont, avec l'idée dès le départ d'avoir une présentation lors de l'exposition de la bâche en 7x10, mais ensuite de la fragmenter, d'où le nom du projet, et de venir justement amener le détail sur des châssis. J'ai été sponsorisé par Master Toile, qui sont des fabricants de châssis en bois, et qui ont réalisé ce projet par la suite, de mettre sur châssis en fait, des fragments de la toile. Et ce qui m'intéressait là, c'est qu'on a à la fois l'exposition durant laquelle on a pu voir l'œuvre générale totale, et ensuite on va dire un zoom sur ce que moi j'ai pu percevoir quand j'ai créé l'œuvre sur mon ordinateur. Et ce qui donne encore un autre aspect et un autre rendu une fois que c'est passé sur toile. On a encore enfin en tout cas le spectateur vit les choses encore de manière différente. Et on a la plasticité de la trame, on a enfin, voilà, les contraintes liées à l'informatique qui sont mises en avant. Je vais passer un peu. Et on arrive après à des choses où, voilà, où pour moi, en tout cas en termes de vocabulaire, on est plus dans du geste, même si on retrouve des éléments géométriques. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus abstrait, notamment sur de l'abstraction gestuelle, sur ces propositions-là, où tu vas travailler aussi des effets de matière qui sont hyper intéressantes, là, le contraste entre le noir et le bleu, et où on a une déconstruction, en tout cas quelque chose de plus gestuel par rapport au tout début que tu nous as montré. C'est ça que je trouve drôle dans le discours qu'on avait eu la dernière fois, c'est qu'en fait c'est tout sauf gestuel, parce qu'en fait c'est des fragments que j'ai pris en photo et que j'ai retravaillé ensuite en glitch. Donc le glitch, c'est le fait de changer le code d'une image sur un ordinateur.
Donc en fait, il n'y a même plus d'humain, donc on est loin de la gestuelle et on est plus dans le code. Et donc le fait de changer les numéros va défragmenter un peu l'image et la modifier totalement. Et donc on en arrive après, en effet, en tout cas un mouvement, pour rejoindre le côté gestuel, on a un mouvement et une fluidité de la forme complètement déstructurée, que j'essaye par la suite retranscrire sur mur. J'avais du mal à appeler sa proposition de l'abstraction géométrique. Donc on a eu des Oui, non, des par contre, échanges dès c'est le pas début. géométrique. Non, voilà. Je suis Mais, d'accord. et voilà, et plutôt quelque chose, même si le geste est un geste par ordinateur, et je suis d'accord que la main de l'artiste, en fait voilà, la main de l'artiste disparaît. Donc dans ce côté abstraction gestuelle où je vous ai dit il y a un engagement du corps, etc. C'est vrai qu'on n'a plus cet engagement du corps finalement, mais on a quelque chose qui se rapproche en tout cas par un mouvement qui s'installe, quelque chose qui est en train presque de se déconstruire. Mais le geste arrive après quand on essaye de le retranscrire sur mur, par contre. Alors voilà une autre proposition en façade où là tu mélanges aussi les univers avec des choses qui sont pour moi en tout cas très construites d'un côté et on retrouve ce côté plus déconstruit de l'autre, des façades que tu as pu travailler avec aussi ce que je trouve intéressant c'est que souvent sur une façade on est assez frontal, là tu as pu travailler plusieurs côtés en fait de ce bâtiment et aussi donner aux spectateurs différents points de vue et différentes choses à regarder. Là, ce qui était intéressant, c'est justement cette profondeur. Je ne sais pas si tu peux mettre l'image de face. Si. Voilà, cette profondeur qu'on peut donner sur simplement un plan, vers une surface plane, de par justement ces effets qui un peu font penser à une sorte de cartographie sous-marine où on aurait une sorte de relief, avec cette grille en blanc, un peu comme un tracé de sport sur le premier plan qui ramène encore plus de profondeur à l'ensemble de la composition. Et oui, la spécificité du mur du 13e, c'était justement cet angle et de pouvoir jouer sur ces deux pans un peu comme une anamorphose. Peut-être qu'un jour je passerai à l'anamorphose, mais peut-être. Ça reviendra à quelque chose de pictural qui est aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé par contre de Georges Rousse, qui sont des grosses références aussi, même si elles ne sont pas visibles, mais en tout cas dans ce côté intervenir dans des espaces abandonnés, venir simplement, et il se considère comme peintre en plus, alors que tout son travail est photographique en soi. Mais oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Rousse. On aurait pu en citer bien d'autres. Je montre un peu d'autres photos et je voulais... Et moi, je compléterais juste en disant ce qui m'intéresse ici, c'est que la touche du peintre, en l'occurrence moi, mais la touche en fait devient pixel et comment on passe du numérique à la matérialité de la peinture et vice-versa en fait. À un moment, il faut renouveler un peu les choses. Enfin, on a la même chose. Quand on parle d'abstraction, il faut renouveler. Donc certains vont essayer de mettre les choses en mouvement. D'autres vont aussi s'intéresser à l'outil numérique. Quand les premiers ordinateurs débarquent, ça va être l'occasion pour des artistes de passer par l'ordinateur, de commencer à coder. Et il y a une artiste, alors que j'aurais pu mettre ici, qui s'appelle Vera Molnar, qui va justement être la première. Son mari est mathématicien, scientifique. Donc il va l'aider à concevoir une petite machine qui lui permet de prendre aucune décision. Elle encode, et puis ça va lui dire que là, sa forme va être de telle manière, qu'on va avoir des petits carrés, que ça va être telle couleur. Et donc, en tout cas, ce protocole lui permet de tester des choses vraiment différentes et de mettre de la variation et du mouvement. Et donc, plus l'ordinateur avance, plus son travail devient très spécifique, et plus elle a une démarche où l'ordinateur devient son moteur de création et elle disparaît progressivement derrière cet outil. Donc c'est vrai que voilà, les nouvelles technologies, les nouveaux outils permettent aussi à l'abstraction de se renouveler et d'avoir des choses qui sont différentes. Alors, je continue sur... C'est ça, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, en fait, c'est un outil. Enfin, que ce soit Photoshop ou l'ordinateur même, c'est un outil comme on pourrait créer des pinceaux en les associant, etc. Oui, c'est ça, on ne s'arrête pas et on continue à tester de nouvelles choses. Donc après, on retrouve toujours cette idée justement de petits pixels ou de petits fragments ici sur tes dernières réalisations. Je te laisserai juste parler de celle-ci. C'est très déformé sur l'écran. Là. Ah oui. Ouais. Il faudra la voir en vrai. Très allongé. Ah bah. Bon, il faudra aller voir. Elle est où Au Sable d'Olonne. Et ben voilà, il faudra qu'on aille au Sable d'Olonne pour la voir en vrai.
Comme ça, Dans une école de surf Twin Fin. on pourra mieux se rendre compte in situ. Je voulais qu'on termine un peu cette table ronde. Donc, on a balayé les propositions abstraites de l'un et de l'autre. On a vu comment des choses se rattachaient aussi à l'histoire de l'art dans une définition ou des fois une non-définition. Toujours en préparant cette table ronde, il y a, dans un article, j'ai vu un artiste qui expliquait que finalement, c'était bien plus simple de proposer de l'art abstrait dans l'espace urbain, puisque les gens se lassaient moins et ils étaient plus à même de réceptionner cette forme artistique que quelque chose de plus figuratif, de plus classique qui raconterait une histoire. Et alors moi j'ai mon point de vue là-dessus, je vous en parlerai après, mais j'aimerais bien avoir le vôtre. Est-ce que vous pensez que vous avez soit plus de projets, plus de commandes, ou que l'art urbain a besoin de plus de formes abstraites et que le public est prêt à ça, ou au contraire vous vous dites que finalement non, les gens critiquent plus l'art abstrait que de l'art figuratif? Je ne sais pas lequel veut se lancer dans cette conclusion. Toi d'abord. Moi, je veux savoir. Alors, bah, dans l'art urbain, je sais qu'en tout cas, il me semble qu'il y a beaucoup de figuratifs dans la rue. Enfin, je me dis les Space Invaders, des trucs comme ça. JR, on est en tout cas dans quelque chose qu'on comprend tout de suite. Après, est-ce qu'il en faut plus? Oui. Et non, c'était quoi la question? Est-ce que tu penses que les gens sont plus à l'aise face à l'art abstrait que de l'art figuratif? Moi, je me sens plus à l'aise. En fait, j'ai l'impression que pour le quotidien, je prenais l'exemple de, par exemple, dans les transports à Paris ou dans les espaces. Il me semble qu'à une époque, ils ont fait quand même pas mal, soit des carrelages ou des mosaïques ou des choses comme ça avec des formes abstraites. Et je me disais que les gens, ils passent devant tous les jours sans y faire attention. Et ça reste un habillage. Et en tout cas, je trouvais que pour une position d'artiste, moi en tout cas, ça me convient de me dire que c'est pas forcément quelque chose on va vivre avec, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va être ça va être fascinant, où on va rester vraiment bloqué dessus. Moi, j'ai comme prétention dans ma peinture juste qu'elle soit dans le quotidien des gens et que ce soit pas trop désagréable pour eux. Et voilà, moi c'est juste en tout cas. D'accord, et toi? Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que la notion de pérennité des œuvres et dans le temps, je pense que l'abstrait, en fait, sera moins démodé rapidement, parce que dès que tu figures quelque chose, tu vas lui donner un style, et quelque chose qui va être fait dans les années 80 sera perçu différemment 50 ans plus tard. Enfin, en tout cas, très daté et peut-être même démodé totalement, quoi. Mais je pense que ça a plus de succès le figuratif. Enfin, dans Mais par l'art contre, urbain, voilà, le street art, on voit clairement que ça parle plus voilà. aux gens, et Mais c'est avant plus, ça, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord. Mais voilà, vaut mieux faire différent et faire de l'abstrait, je pense. je suis d'accord avec toi. Alors, pour avoir un petit sondage noté, puisque Plus de Couleurs avait fait un sondage sur la saison 2 du Mur, donc sachant qu'il y avait 2 abstraits, 2 figuratifs, et c'est l'un des figuratifs qui est arrivé en premier, c'était Zeclo, où les gens ont plébiscité son travail, justement parce qu'ils arrivaient, je pense, plus facilement à identifier les éléments. Là où je vous rejoins, c'est que c'est une proposition qui dure 3 mois. Est-ce que si le Mur de Zeclo avait duré 10 ans, on aurait toujours eu ce même enthousiasme? Je ne sais pas. Ce que je peux dire moi en peinture, c'est que généralement les gens sont plus critiques, en tout cas vers l'art abstrait, en disant qu'ils ne comprennent de toute façon rien. Donc, et je caricature à peine. Voilà, en disant que ce que je vous ai dit, c'est facile à faire, je ne sais pas ce qu'il veut dire, et en ayant comme point d'orgue que forcément un tableau a un message. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec qu'une réalisation a un message, et je me dis que presque pour l'art urbain, c'est la double peine. C'est-à-dire que déjà, l'art urbain, pour certains, n'a pas forcément sa place, et déjà amené à être... il faut déjà négocier pour avoir de l'art urbain, le présenter et le faire rentrer dans une discipline artistique. Et en plus, si on lui met de l'art abstrait, alors là, il faut expliquer et l'art urbain et l'art abstrait. Et des fois, j'ai l'impression que c'est la double peine. Mais en même temps, on l'a testé cet après-midi. Quand les gens comprennent et quand ils sont ouverts d'esprit, en fait, ils adorent. Ça marche super bien de leur montrer et de les sortir un petit peu de leur quotidien. Donc, mais moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est quand ça questionne et quand les gens s'arrêtent pour discuter, que ce soit figuratif ou abstrait. On a de la chance à Nantes, les gens s'arrêtent. Et ça sera le mot de la fin pour nous, plus d'œuvres d'art abstrait dans
l'espace d'art urbain et dans l'espace nantais. Est-ce que vous avez des questions pour l'un d'entre nous, pour nous trois, pour Non. Tout a été dit. Ouais. Je me réintroduis dans cette conversation. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était clair? Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, après, on va prendre le temps aussi d'échanger de manière plus personnelle si vous le souhaitez. Je voudrais vous remercier tous les trois pour cet échange hyper constructif qu'on a envie de prolonger pendant encore plus longtemps. Je voudrais tous vous remercier encore une fois d'être présents. Je veux juste en profiter pour remercier une fois de plus notre équipe sur ce projet, parce que sans eux, jamais ça tiendrait le coup. Donc on a mon binôme sûr, Guillaume, qui mène tout ça d'une main de fer et qui donc fait toute la production artistique. On a son nouveau binôme Thomas, qui donc a rejoint l'équipe pour nous aider également à toute la mise en place et la technique. Je veux aussi remercier mes chers collègues de la communication qui sont juste là. Donc Landry, apprentie en communication pour la 2e année, et Héloïse, qui est donc avec nous aussi pour la 2e année, et encore beaucoup, j'espère. Et puis, évidemment, quand on fait des remerciements, on oublie toujours quelqu'un. J'espère que je vais oublier personne. Je remercie aussi, évidemment, l'intégralité de l'équipe de Coulisses de Couleurs qui se mobilise tout le temps. Les graffeurs locaux qui sont toujours avec nous, à venir discuter et à profiter de ce moment pour faire un temps d'échange. Et puis, je remercie aussi beaucoup Trampo qui nous accueille à chaque fois d'une super façon. Qui nous laisse la possibilité de peindre cette façade, qui est quand même une façade assez atypique et incroyable, et qui nous accueille dans son club ce soir. Donc après les échanges intellectuels, on passe à la danse. Je compte sur vous pour enflammer ce dance floor. Et la danse abstraite, ça passe. Et ça passe très bien, la danse abstraite, il n'y a pas de souci. Donc on accueille ce soir DJ Lotfé, qui va lui nous passer du hip-hop et de la funk. Et ensuite DJ Dou, qui elle va nous passer du hip-hop, de la funk, du R&B, de la house, tout ce qu'on peut trouver pour pouvoir danser jusqu'à minuit ce soir. Merci encore de votre présence. Bonne soirée.